OK. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. OK. Et voilà. OK. En fait, c'était important d'abord parce que, bon, je fais partie du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur et que je me définis comme quelqu'un qui fait de l'enseignement supérieur comparé. Et je voulais donner les particularités de ce qu'est ce champ ou ce sous-champ de l'enseignement supérieur comparé qui existe quand même internationalement. Ce n'est pas une création. Et je voulais donc commencer avec justement pourquoi a-t-on besoin d'enseignement supérieur comparé? L'enseignement supérieur, tout d'abord, puis vous le savez probablement, précède dans la création des États-nations. Au Moyen Âge, avant même que les États-nations existent, les étudiants traversaient l'Europe pour étudier la religion à Paris, la théologie à Paris, le droit à Bologne, la philosophie à Oxford. Les étudiants traversaient le Proche et le Moyen-Orient pour aller étudier dans les plus grandes madrasas de Damas et de Bagdad. Donc, l'enseignement supérieur était, dans ces hauts lieux de savoir, dès sa création, un endroit qui attirait des gens de partout. Il y a aussi, évidemment, l'enseignement supérieur est dans une logique transnationale. Les recherches sont elles-mêmes, la science est mondiale, hein, tout comme sa reconnaissance. Selon Nature, en 2000 et 2013, il y avait 20 des articles qui étaient copubliés par des chercheurs de différents pays. Les disciplines, hein, la sociologie versus la géographie versus la physique sont transnationales. Il n'est pas rare qu'un professeur d'un domaine très, très spécifique se sente plus proche d'un collègue de l'étranger qui fait la même chose que lui que de son collègue de la porte d'à côté qui fait autre chose. Et évidemment, le doctorat, le PhD, est le premier diplôme qui a été reconnu à travers presque tous les pays du monde dès le 19e siècle. Et la MBA a été créée à Harvard au début du 20e siècle, mais elle est devenue un diplôme internationalement reconnu à partir des années 50. Je préciserai aussi que l'enseignement supérieur, depuis la fin de la guerre froide, est devenu un marché, un lieu d'exportation et de commerce dont on estime la valeur aujourd'hui entre 61 milliards et 1900 milliards de dollars US, dépendant de ce que vous comptez ou pas dans la valeur de ce marché. Donc, c'est quand même assez vaste. Évidemment, il y a aussi, depuis les années 90, hein, en Europe, on assiste à la construction d'un espace supranational avec le processus de Bologne, la mise en place d'une progression des diplômes similaires, le LMD, des crédits similaires, un espace de mobilité, mais aussi un espace de recherche européen financé par des programmes du Conseil européen de recherche, mais aussi hein, des dynamiques quand même qui ne sont pas à négliger en Afrique avec l'espace de la communauté de l'Afrique de l'Est, en Amérique latine avec le Mercosur. Donc, il y a l'expérience de bloc. Et évidemment, l'enseignement supérieur est marqué par la mobilité d'étudiants, de programmes et d'établissements. Hein. Je ne sais pas si vous savez, ça m'a surpris de lire qu'il y avait, bon, c'est ça, il y a 13 500 MOOC en activité en ce moment. Il y a 25,3 millions d'étudiants internationaux, 282 campus délocalisés, donc une université qui établit un campus dans un autre pays. Et évidemment, il y a, depuis les débuts des années 2000, des organisations qui évaluent et classent les universités sur la base de critères uniformes, ce qui contribue à concevoir l'enseignement supérieur comme un espace mondialement interconnecté. Donc, voilà pourquoi il faut parler d'enseignement supérieur comparé. Et qu'est-ce que l'enseignement supérieur comparé? Bon, Caird disait en 90 que les activités universitaires s'internationalisent et les finalités, non, je dirais pas juste universitaire, les activités de l'enseignement supérieur s'internationalisent, mais les finalités sont nationalisées. Ce que ça veut dire, c'est que, comme je l'ai dit, la recherche, l'enseignement, même le service aux collectivités est de plus en plus conçu dans une perspective transnationale, mais il ne demeure pas moins que dans la majorité des États, l'État a nationalisé l'enseignement supérieur et par son financement, ses mécanismes de reddition de comptes et de manière générale les lois tentent d'aligner les systèmes et les organisations et les acteurs avec les visées. Donc, on ne peut pas non plus concevoir l'enseignement supérieur comme un champ seulement mondialisé. Il est internationalisé dans ses activités, mais nationalisé dans ses finalités. Donc, j'ai cherché les grands piliers de l'enseignement supérieur comparé sont Jussi Valima, Ulrich Teichler et Philippe Halbach. Et j'ai regardé dans tous leurs travaux sur l'enseignement supérieur comparé et ils ne formulent jamais une définition claire de ce que c'est. Alors, j'en ai fait une pour vous.
à partir évidemment de leurs écrits. L'enseignement supérieur comparé est un champ de l'éducation comparée qui étudie les systèmes, les institutions et les organisations, les acteurs, les pratiques, les processus ou les dynamiques, donc tout ce qui peut être comparé finalement, au niveau supérieur des systèmes éducatifs, donc c'est les niveaux 5 à 8 de la classification internationale type de l'éducation de l'UNESCO, selon une perspective qui prend en compte les frontières des juridictions, donc prendre en compte que les États existent. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Et bien, les États, mais les juridictions, que ce soit infranationales ou internationales ou supranationales. Et qui prend en compte que les frontières existent, mais que les phénomènes transcendent les frontières aussi. Les objectifs, c'est de nous rendre conscients qu'on ignore souvent on prend souvent des choses pour acquis. Et c'est en regardant les autres qu'on se rend compte que finalement, soit on n'est pas si spéciaux que ça parce que d'autres le font, ou finalement, on est vraiment particulier parce que ça se fait ailleurs, ils font différemment. Découvrir des phénomènes qui sont absents de notre projet de juridiction, identifier les meilleures pratiques et souvent, on peut, grâce à la comparaison, générer des nouvelles théories. Je vais d'ailleurs terminer ma courte, c'est un mini hiatus pour dire qu'il y a des théories qui ont été développées grâce à la comparaison. Et il y a dans la Société américaine d'éducation comparée un groupe d'intérêt assez actif et dynamique sur l'enseignement supérieur. Et il y a aussi le consortium des chercheurs en enseignement supérieur qui est par définition international. Évidemment, il y a la Société canadienne d'études d'enseignement supérieur, il y a la Société américaine d'études, presque la plupart plusieurs pays ont des sociétés d'études d'enseignement supérieur. Mais certaines ont une perspective, surtout celle aux États-Unis, a une perspective très nationale, très américano-centriste. Donc, je vous ai mis là un consortium qui a, dans sa définition, une perspective vraiment internationale. Et j'avais décidé de terminer parce que les méthodes qu'on a vues, les approches qu'on a vues, l'histoire qu'on a vue, est sensiblement est très semblable. En termes d'histoire, je préciserai quand même que l'enseignement supérieur comparé a vraiment commencé à se structurer à partir des années 60 et 70. Et évidemment, c'est à partir des années 90 qu'on a l'émergence du groupe d'intérêt spécial de la société américaine, puis à peu près dans les mêmes années qu'on a le consortium des chercheurs en éducation, en enseignement supérieur, qui, dans le fond, à partir de la fin de la guerre froide, il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'étude de notre champ. Alors, je vous présente ici simplement le fait que l'enseignement supérieur comparé, oui, a des méthodes et des approches qui… c'est un sous-champ de l'éducation comparée, évidemment, mais qui, grâce à la comparaison, il y a des théories qui ont émergé. Et là, je ne parle pas… Donc ici, j'ai mis les théories qui ont été développées par des chercheurs en enseignement supérieur grâce à la comparaison des systèmes. J'ai exclu tout ce qui était l'application de d'autres théories à l'enseignement supérieur, parce qu'évidemment, toutes les théories peuvent être appliquées sur une perspective comparée. Mais juste vous montrer. Par exemple, Trow qui a défini à quel moment un système d'enseignement supérieur était élitiste, massifié, universel en termes d'accès. Puis, les théories sur maximally maintain inequality puis effectively maintain inequality. Mais surtout le deuxième de Lucas, en fait, parce que le premier était très défini par rapport aux États-Unis. Lucas avait une perspective plus globale. La dérive universitaire de Neve avait une perspective internationale, donc le fait que des établissements non universitaires veulent devenir des universités. Le triangle de la coordination des systèmes d'enseignement supérieur de Burton Clark, le pôle des oligarchies académiques, l'État et le marché, puis comment les systèmes se coordonnent en fonction des trois pôles et ils comparent plein de pays, c'est ça. Le cadre théorique conceptuel de la profession universitaire, tel que dans l'étude de Carnegie, qui a été après ça adapté à l'étude du changement de Changing Academic Profession, puis maintenant la profession universitaire dans la société du savoir, c'est un cadre en qu'est-ce que constitue une profession universitaire qui, par défaut, a été définie par cette étude-là de façon internationale. Si on lit le science mode 1, science mode 2, donc une science pour elle-même, une science pour la société, de Gibbons aussi dans un contexte international, toutes les théories, bien pas toutes, mais plusieurs théories sur la différenciation institutionnelle, la diversification des établissements, la stratification des établissements, la bifurcation, les systèmes unitaires versus les systèmes binaires. Donc, est-ce que, par exemple, les collèges, les établissements d'enseignement technique avancé et les universités sont-elles dans un système
unitaires, donc ils obéissent aux mêmes lois, ou dans des systèmes qui obéissent à des lois distinctes. La théorie du capitalisme universitaire de Slaughter et Leslie en 1999 était basée sur des comparaisons internationales. Le modèle acteur-contexte du changement d'enseignement supérieur de Kogan. Théorie centre-périphérie, j'en ai déjà parlé, donc probablement que ça, je n'aurais pas dû le mettre là, mais bon, je trouvais que la théorie du nouvel ordre mondial de Hazel Korn, basée sur justement cette conceptualisation théorique des classements internationaux. Le cadre, évidemment, conceptuel de l'internationalisation de Knight est basé là-dessus. Le développement de l'identité étudiante et les traditions universitaires. Donc, on s'est mis à comparer les pays selon leurs universités, qui sont de tradition Humboldtienne, de tradition impériale napoléonienne ou de tradition britannique à la Newman. C'est dans une perspective aussi comparée et internationale. Bref, je voudrais aussi terminer avec le fait que puisque l'enseignement supérieur est un champ qui est tout petit et pas reconnu il est reconnu dans certains pays anglo-saxons, mais pas dans plusieurs pays, il ne l'est pas reconnu comme un champ structuré. L'enseignement supérieur comparé a été une façon de créer une masse critique de chercheurs. En fait, on s'est mis ensemble, Tashler en parle, on s'est mis ensemble parce qu'on était trop peu nombreux dans nos propres pays. Donc, c'est une autre finalité de l'enseignement supérieur comparé. J'ai fait ça assez vite parce que je voulais terminer à 11 heures et il est exactement 11 heures. Donc, voilà, on peut maintenant passer aux questions et peut-être qu'on pourrait commencer avec la théorie la question de M. Amdani. Comment peut-on utiliser les études comparatives internationales pour doter les politiques éducatives d'informations fiables? Ça, je pense que Martial, tu es plus apte que moi. En fait, c'est ça. Disons que, vous voyez, l'OCDE, la Banque mondiale, l'UNESCO, c'est un peu leur perspective, c'est de fournir